Salut tout le monde, c'est Jinji pour un Jinji DA, ma rubrique sur le jeu de rôle. On va parler de quelque chose, une question qu'on m'a posée. Et en fait, je vais revenir sur un sujet. Le tout premier sujet de ma chaîne, c'était, concernant le JDR, c'était les PJMJ. Donc ces fameux personnages joueurs qui sont interprétés par le maître de jeu. Alors, je pense que je vais peut-être faire un remake de cette vidéo d'il y a presque 2 ans, ou voire même 2 ans. Et on va plutôt discuter un petit peu de la question qui est essentielle autour de ça et qu'on m'a posée, c'est-à-dire comment on fait pour jouer un PJ-MJ. Qu'est-ce qu'il faut exactement, parce que la connaissance que j'avais en tête, enfin qui m'a posé la question, m'a dit qu'il n'y arrivait pas. Donc je vais expliquer ça assez rapidement. Alors, il faut savoir que le PJMJ, il y a deux motivations à ce que cette pratique a fini par prendre naissance selon moi. Deux principales. Je peux inventer l'eau chaude, hein, je pense que c'est quelque chose qui existe dans certaines tablées et de façon marginale. Je pense que la majorité des MJ préféreront avoir une casquette plutôt que deux. Et pour des bonnes ou de mauvaises raisons, chacun peut critiquer la pratique en bien ou en mal. Je considère que c'est sujet à interprétation et c'est sujet surtout à l'individu qui se pose cette dite question. Bon, alors, quelles sont les deux motivations qui poussent justement à aller vers cette pratique? Le premier, c'est que vous avez voulu être joueur, mais qu'on vous a donné la casquette de MJ et que vous essayez de rattraper sur le côté on va dire de l'autre pendant de l'écran pour pouvoir être à la fois joueur et MJ. Alors, pour moi, c'est la pire raison pour être PJMJ. Mais je dis que c'est la pire, mais vous comprendrez au fur et à mesure du temps de cette vidéo pourquoi je dis ça. Ensuite, il y a le deuxième point, c'est en fait des joueurs qui voulaient une autre présence que vous, la même présence que vous avez à la table, mais on va dire, vous n'aviez pas nécessairement envie d'être un PJ, mais on voulait euh, vous voir sous un autre jour que celui du maître de jeu. C'est ce qui m'est arrivé. Alors je vais expliquer un petit peu comment ça s'est passé dans le contexte. Alors évidemment j'avais déjà fait des PJMJ, pas en tant que pratique, mais pour montrer à des joueurs qu'il y a certaines choses qu'ils critiquaient dans le JDR principal que je faisais jouer et qui n'étaient pas possibles, et que juste en me basant sur les stats et en sortant la casquette du fait que j'ai créé le jeu, qu'on est capable de faire un personnage décent, et que oui, il y a des races qui ont l'air plus faibles que d'autres, mais cette faiblesse était compensée autre part. Puis ensuite, j'ai fait mon premier personnage vraiment important en PJMJ, qui est le personnage d'Arina, dont j'ai déjà parlé dans les RPG Week. Une fois qu'on est arrivé à ce point-là, je pense que c'est là où ça a vraiment commencé. Alors la question qu'on m'a posée, c'est qu'est-ce qu'il faut pour être un bon PJMJ? Je dirais que pour être un bon PJMJ, il faut des valeurs. J'utilise bien le mot valeur dans le sens social. Je pense qu'il faut des valeurs sociales, morales et aussi liées au contrat social extrêmement fortes. C'est-à-dire que je pense que pour être PJMJ, il faut que l'individu lui-même soit droit dans ses bottes quoi qu'il arrive. Et il ne pense pas nécessairement à des dérives. Et je vais expliquer pourquoi et comment je fais ça, puisque je le suis toujours, et qu'est-ce que j'ai à faire pour pouvoir être justement à ce niveau-là. Après, je pense que ça va plus, vu le nombre de choses à faire, ça va plus vous dissuader de la pratique que de vous faire adhérer à la pratique. Mon but est ni de vous faire adhérer, ni de vous dissuader. Mais je pense qu'il y a plus de chances que ça vous dissuade. Alors, on parle de valeur morale ou de valeur, le rapport avec le contrat social qui est plutôt élevé. Et c'est vrai. C'est-à-dire que normalement, vous devez faire preuve on va dire d'une extrême référence vis-à-vis du contrat social que vous avez avec le joueur. Mais au-delà de ça, il vous faut aussi, comment dire ça, il vous faut aussi une rigueur du respect de ce dernier, et encore plus une certaine transparence vis-à-vis de vos joueurs. Bon, moi niveau transparence, je pense que ça va, puisque
Quand j'ai quelque chose à dire, je peux réfléchir dessus pendant 3 jours, mais quand j'ai la chose à dire à mes joueurs, je le dis. La transparence est un facteur très important pour pouvoir être maître de jeu qui interprète un personnage. Ensuite, il faut de la rigueur vis-à-vis de l'interprétation des règles et de passer de la règle, des règles à appliquer, en gros de l'arbitrage, de faire bouger l'univers et changer de personnage. En gros, faut être adaptable, il faut savoir changer sa casquette assez rapidement. Après, on peut se dire oui, mais peut-être que comme je connais l'univers, pas forcément parce que vous l'écrivez, mais que vous le jouez, oui, mais j'ai déjà roulé ma bosse, donc c'est facile. Non, ce n'est pas facile du tout. Parce qu'il y a un facteur qui est très important, et je pense que pour ceux qui font cette pratique, je pense que c'est l'erreur ultime qu'ils font, c'est en fait, ils ne savent pas discerner, et je dirais que c'est certains jeux qui poussent à ça indirectement, de manière implicite, ou plutôt on va dire l'opinion que les gens en ont, ou l'approche que les gens en ont, c'est qu'ils ne savent pas faire la différence entre ce que c'est votre personnage et ce que c'est le MJ. Et de la même manière que les joueurs, ils ne savent pas faire la différence la plupart du temps entre ce qu'est le savoir du joueur et le savoir du personnage. Prenons un exemple. Admettons, j'utilise des termes au pif, hein. Admettons que par exemple un squelette majeur a du 15 de bonus de base à l'attaque et du 80 points de vie. Que le MJ décide de respecter ou pas ce score de caractéristique ou ce score de bonus de base à l'attaque, en aucun cas ça doit traverser votre esprit, ou que vous voulez essayer d'appliquer justement le fait, on va dire, de comprendre ou d'appliquer ce que vous savez du monde, parce que chaque campagne est un autre monde, chaque MJ est une autre vision de plusieurs mondes, et donc à ce moment-là, si le MJ a décidé que son squelette majeur, et c'est d'ailleurs une des failles justement de l'autorité du MJ qui commence à peser, s'il a décidé que son squelette majeur a 120 points de vie, ben vous n'allez pas vous plaindre, ah j'ai calculé, je sais combien de dommages je lui ai mis. Parce que oui, il y a le problème de l'autorité, comme quoi ça va être un thème que je vais devoir traiter assez rapidement. Ensuite, il faut une rigueur et une transparence, comme j'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Prenons un exemple. Le personnage, vous n'avez pas tout le temps envie de le jouer. Admettons que vous ne jouez pas de manière régulière en tant que personnage interprété par un maître de jeu. Ben, en fait, vous vous dites comme ça, oui, non, mais j'ai décidé de faire ça pendant que les autres étaient en quête pour aller faire telle mission, pour aller sauver telle princesse. Je suis allé combattre un Tiamat qui, justement, avait des tas d'invulnérables partout. Et la seule chose qui était à faire, c'est de le combattre au corps à corps. Je vous raconte de la merde, je connais rien des stats du Tiamat dans Donjons et Dragons Pathfinder. Mais je pense que vous avez un petit peu compris le truc. Et puis, j'en suis ressorti victorieux. J'ai utilisé ses crocs pour faire une épée. Je me suis servi de ses os pour faire une armure. Ah là là, je suis revenu plus fort que jamais, même plus fort que vous. C'est strictement impossible. Parce que si il y a quelque chose qui se passe hors champ vis-à-vis de votre personnage et que vous êtes PJMJ, vous devez le renseigner. C'est-à-dire que vous devez écrire peut-être un texte, raconter l'histoire, comment ça s'est passé. Mais vous devez aussi lancer des dés et vous devez montrer les résultats de dés à un endroit où les dés seront non sujets à interprétation. Par exemple, Roll20. Roll20, il y a un log. Ce que je fais souvent quand je traite par exemple, je traite des ellipses, qui est une autre pratique assez atypique. Quand je traite les ellipses de mes joueurs et que je traite la mienne est toujours celle que je traite en dernier, qui fait que quand je montre mon ellipse, puisque je rends compte de ce que j'ai fait, il y a la liste de ce que j'ai fait, les dés ensuite. Et tous les dés, même je m'en fous que j'ai des dés là, ou bien j'ai des dés sur tel ou tel site de mon cul ou tel ou tel logiciel sur mon portable. J'en ai rien à foutre. C'est sur Roll20 qui fait acte de foi. Et la ligne des dés, dans l'ordre de ce que je raconte, est présentée de façon à ce qu'à aucun moment les gens ne doutent du lancer de dés. Ce niveau de rigueur est assez important pour que justement vous soyez pris au sérieux. Est-ce que c'est si lourd que ça? Malheureusement, j'ai envie de vous dire, je ne peux pas vous apporter de réponse claire sur le sujet, étant donné que chacun a un rapport différent. Par exemple, moi, je suis le genre de personne qui est assez bourrine, en fait. C'est-à-dire que je me dis, ah, mais j'ai la flemme de commencer quelque chose.
au moment où j'ai dit la phrase, je me rends compte que j'étais déjà en train de travailler depuis 3 heures et que en fait, si je ne me rends pas compte que je travaille trop, j'avance jusqu'au blackout et ça peut durer très longtemps. Je suis quelqu'un qui, peu importe l'activité, si je dois la faire, je la ferai et j'irai à fond là-dedans. Peu importe le résultat, mais avec l'intention de bien faire. Donc, en sachant ça, je ne peux pas vous dire si c'est une pratique qui est longue ou pas. Mais j'ai envie de dire, si vous voulez au moins essayer de corriger ce truc-là, parce que mon but n'est pas seulement de dire qu'est-ce qu'il faut, il faut aussi que je vous donne des conseils. Le conseil que je vous donnerai aussi, c'est ayez... euh, il faut que vous ayez justement, en quelque part, une notion d'écriture, une narration qui vous permette que ce soit fluide. Vous n'allez pas faire une liste de j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est pratique quand vous savez que vous avez beaucoup d'ellipses autres à traiter que la vôtre. Mais là, quand on parle de ce qui s'est passé en hors-champ, vous devez faire en sorte que l'histoire qui est racontée, qu'elle soit optionnelle ou pas à regarder, je pense qu'on peut la mettre tout le temps optionnelle. Mais si jamais les joueurs veulent vous remettre en cause sur ce point, vous lui montrez le document que vous aviez déjà au préalable montré à tout le monde et que c'était à cette personne de lire le truc. C'est lui qui entend. Vous, vous avez fait votre travail. Après qu'on ait décidé de prendre tous ces facteurs pris en compte, une fois que vous avez fait ça, vous devez expliquer le jet que vous avez fait. C'est-à-dire quelles caractéristiques. Des fois, dans certains cas, il y a des actions qui sont complexes que vous avez votre façon de résoudre le conflit. Pas imposé par le système de jeu ou de résolution, mais tout simplement parce que vous savez qu'il y a eu un bond dans le temps, par exemple dans le cas d'une ellipse. Donc il faut essayer de calculer le temps investi, plus l'effort, plus les compétences, plus la caractéristique, avec évidemment les nombreux facteurs comme environnementaux, est-ce que c'est une action dangereuse ou pas. Il faut que vous expliquiez aussi pourquoi le jet il était aussi élevé, pourquoi le score il était aussi bas. Et donc du coup, ça avance. C'est ce qui fait que justement, tous ces trucs-là qu'il y a à faire, imaginez que vous devez le faire à chaque fois que vous êtes hors champ. C'est pour ça que j'évite d'être hors champ en fait. Mais je pense que dans le futur, mon personnage sera plus amené à être hors champ, puisqu'il commence à avoir des responsabilités qu'il s'est engagé à avoir. Mais j'expliquerai ça après, puisque je pense que je rendrai compte de la campagne de mon JDR principal, je vais faire un compte rendu. Et puis, ça va être un projet, on va dire que c'est un projet sur la chaîne. Et pour l'instant, c'est ça l'essentiel. Mais le plus gros mot à sortir et le truc le plus essentiel, c'est avoir une intégrité. Alors que ce soit bien clair, je sais qu'il y a des gens qui croient en ce que Gary Gygax a dit. Les dés ne sont faits que pour faire du bruit derrière le paravent si tu as une histoire à raconter. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je suis quelqu'un qui écrit des scénarios de manga depuis très longtemps, donc en gros j'écris beaucoup de fiction surtout. Avant c'était sur forme de dialogue un petit peu comme le théâtre, ensuite c'était un petit peu plus romancé, et là je fais un mélange des deux pour que quand je dois raconter quelque chose et que je dois le mettre en image par la suite, parce que je serai amené à le mettre en image par la suite, il faut que la chose soit bien racontée, soit bien écrite. Mais peu importe dans la fiction dans laquelle je raconte, je ne vais jamais baser ma fiction ou des principes scénaristiques sur un mensonge. Je vais vous expliquer ça avec un manga. Désolé pour ceux qui disent hey, j'aime pas les mangas. Bon, un support est un support. Je pense pas qu'il faut critiquer le support en tant que tel. Il faut supporter l'œuvre avant tout. Je vais vous parler de Fairy Tail. C'est le nom du manga d'Hiro Mashima, où en fait vous suivez des aventuriers qui sont des mages, qui font des missions très inspirées des jeux comme Monster Hunter ou Phantasy Star, dont Hiro Mashima a avoué qu'il était un très grand fan de Monster Hunter. Bien. Pas Monster Hunter. Comment ça s'appelle? Fairy Tail, c'est une fumisterie. Pourquoi? Parce que souvent, les histoires sont à peu près la même. La guilde qui s'appelle Fairy Tail est remplie de personnages intéressants que les lecteurs vont suivre, qu'ils vont aimer parce que
Voilà, ça brasse assez large au niveau des préférences de personnages, donc il y a forcément un personnage que tu vas bien aimer. Il va être lancé dans une situation qui est en dehors des missions, puisque bon, ça c'est une explication que je vais donner rapidement en matière de fiction, mais je pense que les univers où il y a un système de mission, ou que oui, le but des gens c'est d'être des aventuriers, des trucs comme ça, les quêtes, les arcs principaux ne tournent jamais autour des missions elles-mêmes. C'est comme ça. Mais je vais expliquer ça peut-être dans une vidéo, dans pas avant pas mal de temps. Et du coup, en fait, on vous dit le but des méchants, c'est ça. Donc ils y vont. Ensuite, il y a des personnages que non pas ils ont l'air méchants, mais que l'auteur donne une expression méchante ou utilise des gimmicks de méchants, pas dans le but de trahir le lecteur, mais délibérément pour l'induire en erreur. Et c'est là où est le problème. Un gars qui a l'air méchant avec une grosse cicatrice, vous vous dites, ah, c'est peut-être lui le méchant. Donc là, c'est votre a priori, vous échouez. Mais qu'à un moment donné, la personne qui finalement est gentille jusqu'au bout, il fait une expression extrêmement méchante dans une situation, alors que ça ne s'y prêtait pas, c'est pas logique, juste pour vous induire en erreur, et que finalement le plan qu'on vous présente n'est jamais le vrai plan, et le vrai plan n'est jamais pas plus intéressant que l'autre. C'est pour ça que Fairy Tail c'est quelque chose d'assez étrange, parce que finalement on suit les personnages et on veut juste qu'ils s'en sortent. Je veux dire les grandes péripéties, même les grandes péripéties des personnages principaux, on sait qu'il y a un grand méchant, mais on ne veut pas voir spécialement les personnages mourir, parce que finalement c'est aux personnages qu'on s'attache, mais l'histoire n'est pas ouf. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que en fait le bruit du derrière le paravent, je n'y crois pas une seule seconde. Je pense qu'il y a une façon de faire pour tout concernant le JDR, et je pense que si les règles sont là, c'est pour fédérer les gens, pas pour laisser une illusion de fédération. Si, quand j'écris un scénario, j'ai mon cahier là, donc quand j'écris un scénario, j'ai les grandes lignes et j'ai les données que le MJ doit savoir. Et ces choses-là peuvent être bouleversées ou peuvent arriver telles quelles, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est le cœur de la mission, c'est son squelette, c'est la structure, ce que vous aviez envie de raconter. Ce que vous avez envie de raconter sera raconté par votre récit, par les actions des joueurs et par on va dire, le contexte, le bouleversement qu'il y a dans l'univers. Voilà, c'est ça qui va construire l'histoire. En tout cas, c'est mon point de vue sur comment il faut traiter le truc. Si vous écrivez que de toutes les façons, il va lui arriver ça, de toutes les façons, il va lui arriver ça, c'est-à-dire que là, vous n'êtes pas en train de faire une partie de JDR, c'est que vous faites une histoire avec un semblant d'interactif. Je pense que les jeux vidéo font déjà ça. Et ils le font bien, parce que oui, encore une fois, le côté de oui, mais il faut avoir de l'imagination pour jouer au JDR. Il faut avouer aussi qu'il y a des personnes qui disent ça, ces mêmes personnes, ils jouent à des jeux justement où en fait il vaut mieux que ça ait de beaux graphismes pour raconter l'histoire de la meilleure façon que ce soit, ou que ça ait un aspect onirique si on veut essayer de faire un peu comme les branle-couilles des personnes des studios indépendants des jeux vidéo, que je respecte évidemment, mais la plupart du temps on essaie d'avancer la poésie des univers indépendants, alors que c'est juste pour mettre une claque, pour raconter une histoire qui justement n'aurait pas, c'est même pas n'aurait pas fonctionné sans ça, c'est qu'elle ne tient pas sans ça. En gros, le moins d'artifice possible, c'est mon maître mot. Il ne faut pas qu'il y ait d'artifice dans la façon de gérer. Si un méchant que vous vouliez garder, vous voulez le laisser en vie, il faut que vous arriviez à le faire par le prisme de vos règles ou par les éléments que vous avez notés dans votre scénario qui pourraient lui sauver la mise. Et pas juste que je ne veux pas qu'il meure, il se fait téléporter. Ah mais ah là là, mais on peut, mais j'ai un sort, j'ai un contre-sort, je peux le lancer? Non, tu peux pas lancer le contre-sort. Pourquoi? Parce que scénario. Voilà. Oui, et d'ailleurs au passage, je vais rajouter la fameuse, je vais en parler un petit peu de cette fameuse règle du. Oui, le MJ a toujours raison. S'il a tort, reportez-vous à la première règle.
Cet argument n'existe plus à l'heure actuelle. Tu ne peux plus te permettre de prendre les joueurs pour des cons. Si tu as tort, tu as tort. Si ta façon de faire est sujet à frustration, peut-être que des joueurs vont bien recevoir la frustration en se disant ah mais je vais finir, et d'autres qui disent ça n'a aucun sens, et effectivement quand ça n'aura aucun sens, ça sera pas à toi d'argumenter derrière pour dire non mais c'est comme ça. Tu vas dire non mais c'est comme ça va s'arrêter, mais lui il aura le droit d'arrêter parce que justement ta façon de faire ne plaît pas. Donc l'intégrité fait partie de quelque chose qui est assez majeur. J'avais un méchant qui était très important dans les deux chronologies de mon JDR principal, dont le surnom était le marionnettiste. On ne connaissait pas ses origines, on ne savait pas ce qu'il voulait, mais il arrivait à s'enfuir. Non pas parce que les joueurs n'arrivaient pas à le choper, enfin à l'empêcher de s'enfuir, mais tout simplement parce qu'il était très malin pour pouvoir s'enfuir ou contrôler les gens en coulisses, d'où son surnom du marionnettiste. Quand le joueur Jean a décidé de jouer avec son personnage, qui s'appelle Elisabeth, et qu'elle a développé un pouvoir du fait que, à cause du marionnettiste, ils ont manipulé trois personnages principaux qui ont finalement presque détruit trois cités importantes de la société où ils étaient. Quand il y a eu les attentats, ils ont dû s'enfuir. Mais elle, avec les pouvoirs de base qui existaient chez sa race, elle a transformé ce vide à cause de la manipulation mentale et ses pouvoirs pour essayer de le détecter où qu'il soit dans la galaxie, dans l'univers. C'est un pouvoir qui était énormément pété, un pouvoir qui a pas disparu mais qui a changé de forme à partir du moment où le personnage est mort. Mais quand le gars, on l'avait pour la première fois en plusieurs campagnes en face de nous, il a été vaincu en presque un coup. Le gars, il avait un moyen de secours puisqu'il avait un corps modifié. Donc en fait, sa tête, qui finalement c'est une espèce d'esprit, donc sa tête et son corps qui était robotique, il pouvait détacher sa colonne vertébrale et sa tête pour se transformer en sorte de drone pour s'enfuir. Le personnage a empêché, de passer les réflexes de son personnage, il a empêché le personnage de s'enfuir. Et ensuite, elle l'a démembré, elle l'a démoli. Est-ce qu'à un moment, ce personnage-là, j'aurais eu mon mot à dire là-dessus? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'elle avait les réflexes, elle avait la force, elle avait les capacités d'anticiper ça. Le gars, il s'est enfui, il n'a pas pu s'enfuir. Le gars, il a voulu se débattre, il n'a pas pu se débattre. Le gars, il s'est fait démonter, il devait subir. Pas de problème. Évidemment, il y a des moments où vous vous dites oui, non mais en fait, comment on peut faire dans les séries, comme dans les séries où en fait tu assommes quelqu'un et en fait tu arrives à le capturer. C'est difficilement faisable. C'est pour ça que je dis que le véritable fléau de nos jours, c'est que on veut à tout prix reproduire ce qui existe dans d'autres médias sans prendre vraiment en compte le média dans lequel on fait vivre la fiction. Il y a une façon de faire. Après, c'est pas à l'ordre du jour. Donc pour conclure, on va expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il faut. Il faut de la préparation, de l'anticipation. Il faut savoir discerner la différence entre le joueur et le personnage. Il faut faire la différence entre le savoir du joueur, le savoir du personnage et le savoir de l'univers par extension. Il faut de l'intégrité, il faut de la transparence. Ça demande énormément de trucs. Même pour moi, je trouve que c'est énorme. Mais vous savez quoi? Je me suis entraîné à ça. Et est-ce que c'est une pratique puisque je pense que si le joueur m'a posé la question, c'est parce qu'il voulait savoir, enfin la personne en question, si elle voulait savoir justement comment on fait, c'est parce que peut-être elle a envie d'essayer. Mais c'est pas un mal d'admettre qu'on n'est pas capable de faire quelque chose ou que quelque chose ne nous convient pas, telle pratique ne nous convient pas. On ne peut pas tout le temps tout ramener à son simple nombril. Il y a des choses que tu es capable de faire, il y a des choses que tu n'es pas capable de faire, il y a des choses que des gens feront mieux que toi, moins bien que toi, d'une autre façon. Toutes ces combinaisons de facteurs sont importantes. Le truc, c'est que déjà, la vision du maître de jeu est biaisée par l'opinion du El Famoso, le MJ a toujours raison,
et en essayant de prendre tout le monde pour des cons ou bien faire du bruit derrière le pas avant, à cause de ces petites catchphrases, à la con, je suis désolé, je suis pas d'accord. Et si ça vous a permis de raconter de belles histoires, d'accord, il n'y a pas de souci, je vous crois vraiment sur parole. Le problème, c'est que à terme, ne venez pas ensuite, en cas d'un écart prémédité ou pas, essayer de convaincre vos joueurs que oui, non, mais ça va pas se reproduire. Parce que la crédibilité de MJ, elle peut disparaître assez rapidement. C'est lui qui place normalement, qui aide à placer le contrat social selon les limites de ce qu'il va faire jouer. Ce qui veut dire que par définition, si lui il s'effondre, la table possiblement s'effondre. Et ensuite, est-ce qu'on voudra jouer avec lui en tant que joueur par extension? Là encore, la crédibilité du maître de jeu n'est peut-être même pas mise en cause, mais lui en tant que joueur tout court, pas forcément joueur de JDR, mais joueur d'autre chose. En gros, c'est un mélange de pas mal d'aspects. Et finalement, la question, c'est pas est-ce que vous avez perdu votre crédibilité en tant que MJ, mais les joueurs vont se poser la question, est-ce qu'il est crédible en tant que joueur tout court? Est-ce que c'est quelqu'un qui est fair play? Et si tu perds le fait par défaut qu'on doit considérer, donc le bénéfice du doute que tu sois fair play, si tu perds le bénéfice du doute auquel prétendument tu es fair play, c'est fini pour toi. Voilà. Je vais allumer la lumière. Voilà, c'est mieux. Donc pour conclure, ça demande beaucoup de choses. Si je vous ai dissuadé, tant mieux. Si je vous ai motivé, tant mieux aussi. Encore une fois, chacun a sa pratique, et c'est pas parce que je suis pas d'accord avec la vision de ce que j'ai dit, par exemple le bruit derrière le paravent, le MJ a toujours raison, que des gens n'ont pas vécu de belles aventures. Quand je dis que vous crois sur vos paroles, je vous crois sur vos paroles. Ça se voit quand je vois sur des forums, les gens parlent de JDR, les gens sur des groupes de JDR discutent de leur partie, de comment ça s'est passé, et ça se voit que vous vous êtes éclaté. Mais PJMJ, c'est quelque chose où en fait, ça ne vous demande même pas d'être un robot, ça vous demande d'être un phare humain vivant avec ses défauts, mais que le pire des défauts en jeu, tu ne dois pas les avoir. Donc voilà, c'est pour moi ce qu'il faut pour être un PJMJ. Donc, alors dites-moi si ça vous a plu ou bien, enfin si ça vous a plu ou pas. Dites-moi aussi si vous avez envie finalement de tester, ou si vous avez testé, ça vous a plu, ça vous a pas plu, ben répondez en commentaire. Je pense que la dite personne qui m'a posé la question, peut-être que ça va le décider ou pas. Moi, je me dis juste que de toutes les façons, je n'ai pas vocation à encourager ou à dissuader cette pratique. Moi, je le fais parce que je devais le faire. Un jour, je vais peut-être arrêter de le faire. Et j'ai envie de dire, de toutes les façons, il y aura forcément en quelque part des contestataires qui vont essayer de nager à contre-courant et vont finir par se faire emporter par ce dernier et faire une perte sèche de temps. C'est à vous de faire ce que vous avez à faire. Essayez. Essayez pas. Mais voilà. En tout cas, il n'y a pas de concession à avoir. C'est pas je lance les dés 1. Alors, je vais le faire en vrai. Voilà. C'est pas genre comme des gens qui disent ouais non mais en fait on est par Skype, mais en fait j'en utilise par Roll20. Je veux lancer mes vrais dés. 1. Ah là là. Et puis là j'ai fait un 19. Et puis le gars au moment où il ajuste la webcam. Alors là. Oh là là. Ça fait du... Voilà. Et puis après, tu vois que c'est un vieux score à la con. Je pense que vous avez un petit peu compris le délire. Hein? Donc, non. Vous ne pouvez pas vous permettre ce genre de choses. Donc, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine fois pour un prochain Engine JDR. Salut à tous. Et surtout, n'oubliez pas de vous amuser. Allez, bye.